protéines et acides aminés. Le premier jour, on n'administre pas de protéines, donc à J0, on n'administre pas de protéines. On commence à J1 à entre 1,5 et 4 grammes kilo jour et on commence à 1,5 grammes kilo jour, on augmente progressivement jusqu'à obtenir un maximum de 4 grammes kilo jour. Pour ce qui est des apports glucidiques, il faut savoir que le glucide en nutrition parentérale et même orale c'est la principale source d'énergie et elle contribue également à l'osmolarité de la solution. En cas de nutrition parentérale exclusive, l'apport glucidique représente jusqu'à 75% de l'apport énergétique total non protéique. Donc, on va commencer à 7 à 8 grammes kilo jour, augmenter progressivement par palier de 2 grammes kilo jour jusqu'à atteindre un maximum de 18 grammes kilo jour en cas de nutrition parentérale prolongée. Chez le prématuré, on va commencer avec de très faibles doses à 4 à 8 mg kilo minute, augmenter progressivement de 8 mg kilo minute les jours suivants. Les apports en glucose, il faut savoir que c'est adapté en fonction de la situation clinique et de la tolérance glucidique. Pour ce qui est des lipides, il faut savoir que les lipides ont deux rôles essentiels. Ils assurent la couverture d'une partie des besoins énergétiques et aussi l'apport en acides gras essentiels. L'utilisation des lipides en nutrition parentérale va permettre ainsi de prévenir la carence en acides gras essentiels qui peut survenir en quelques jours chez le prématuré ou chez le nouveau-né. Donc, on commence à 0,5 grammes kilo jour, on augmente progressivement jusqu'à atteindre un maximum de 3 grammes kilo jour. Il faut savoir que lorsque l'alimentation parentérale est faite, si l'enfant est infecté, il faut réduire au maximum, voire contre-indiquer carrément l'apport lipidique parce que ça va favoriser la multiplication, la pilulation bactérienne. En ce qui concerne l'apport phosphocalcique, le calcium et le phosphore seront administrés dès les premiers jours de vie. À J0, pour le calcium, ce sera à 40 mg kilo jour, le phosphore entre 40 et 60 mg kilo jour. Les électrolytes tels que le sodium et le potassium vont commencer à J2 de vie avec une valeur de 2 à 4 milli-équivalents kilo-jour pour le sodium et 1 à 2 milli-équivalents kilo-jour pour le potassium. Le magnésium aussi, lorsqu'il est disponible, on peut l'administrer à 0,125 millimol kilo-jour. Pour ce qui est des vitamines, il faut administrer de la vitamine A, D, K. Lorsque ceci se fait par voie parentérale, on va donner 150 à 350 microgrammes par jour. La vitamine D, 60 à 400 unités internationales par jour. Pour les autres oligo-éléments, ce n'est des fois pas disponible dans notre contexte, mais il est quand même important de savoir les posologies à donner. Pour le zinc, par exemple, c'est 50 microgrammes kilo-jour. Pour le sélénium, on peut aller jusqu'à 3 microgrammes kilo-jour. L'alimentation parentérale présente des complications qui peuvent être de plusieurs ordres. Notamment, on va commencer par des complications métaboliques. Au cours d'une alimentation parentérale, l'enfant peut présenter des hypo ou des hyperglycémies. Les hyperglycémies qui peuvent entraîner une diurèse osmotique et une déshydratation. L'hypoglycémie, c'est généralement lorsqu'on interrompt brutalement l'alimentation parentérale. Aussi, on peut avoir des surcharges ou des déshydratations et lorsque les ions ne sont pas bien dosés, on peut avoir des hypo ou des hypernatrémies, des hypercalémies, des hypo ou des hypercalcémies, une hypophosphorémie, une hypomagnésémie. Si l'apport en lipides est aussi excessif, ça peut entraîner une hypertriglycéridémie. Si elle est par défaut, on peut avoir un déficit en acides gras. Autres complications, ce sont des complications liées au cathéter par lequel l'alimentation sera administrée. Il y a des problèmes qui sont liés au site d'insertion du cathé, notamment le cathé peut se rompre, il peut se déplacer, il peut s'obstruer. On peut aussi avoir des thromboses au niveau du site du cathé. On peut aussi avoir des infections locales, une septicémie ou des endocardites. Lorsque l'alimentation parentérale est prolongée, on peut avoir des complications hépatiques, notamment des boues biliaires, des stéatoses, des cholestases. Et ceci peut être prévenu par l'administration de l'acide urso-désoxycholique. L'apport nutritionnel entéral constitue un facteur protecteur de la cholestase
hépatique qui est généralement associée à l'alimentation parentérale. Aussi, lorsque celle-ci est prolongée, on peut avoir une aversion orale. C'est pourquoi il faut de temps en temps stimuler la sphère orale. Donc, quand est-ce qu'il faut arrêter l'alimentation parentérale? Ceci peut se faire de façon progressive. On insère progressivement la nutrition entérale. On augmente la nutrition entérale rapidement jusqu'à atteindre les 30 à 40 ml kg jour chez les nouveau-nés qui sont stables et dont le poids est au-delà de 1000 grammes. Il y a tout un protocole à établir en fonction de chaque enfant, parce que chaque nouveau-né aura sa tolérance face à l'alimentation. Et aussi, du fait du risque du sepsis associé à la durée d'utilisation du cathé, il est recommandé d'arrêter la nutrition parentérale lorsque la nutrition entérale est bien tolérée et lorsqu'on est en moyenne entre 100 à 120 millilitres kilo par jour. On va passer à la nutrition entérale. Quand commencer avec la nutrition entérale? La nutrition entérale doit débuter le plus tôt possible, dès que l'enfant est stable sur le plan hémodynamique, le plan cardio-respiratoire, avec une bonne adaptation digestive et une bonne coordination de la succion-déglutition. La voie d'abord ici sera fonction de la durée prévisible et en pratique, une nutrition entérale de durée inférieure à 4 semaines se fera par sonde nasale ou orale. Donc, initialement, on commence par de petites rations. C'est ça qu'on appelle le minimal enteral feeding, qui commence entre 12 à 25 ml par jour, soit 0,5 à 1 ml par heure sur 24 heures. Ceci a un effet bénéfique sur le développement intestinal du nouveau-né. Aussi, il y a une meilleure tolérance de l'alimentation entérale lorsqu'on utilise le minimal enteral feeding. Il permet aussi le retrait rapide des cathés, il diminue les épisodes infectieux, il prévient la cholestase comme on l'a dit plus haut. Aussi, la prise de poids du nouveau-né est plus rapide. Le nouveau-né va très vite sortir de la néonate, ce qui raccourcit la durée d'hospitalisation. Comment alimenter par voie entérale? Celle-ci peut se faire par gavage à la sonde naso- ou orogastrique. Mais on préfère utiliser la sonde orogastrique parce que lorsqu'on utilise la sonde en naso, celle-ci obstrue une narine du nouveau-né et c'est un peu comme si le nouveau-né respirait avec une seule narine. Ça peut aggraver une détresse respiratoire si jamais elle est présente. Donc, c'est préférable d'utiliser la sonde orogastrique. Elle est indiquée chez les nouveau-nés qui ont plus de 33 semaines, indiqués avant 33 semaines, autant pour moi, qui présentent une détresse respiratoire ou neurologique ou qui présentent des troubles de la coordination succion-déglutition. Donc, comment est-ce qu'on met la sonde nasogastrique en place? On l'insère par la bouche, on mesure la distance bouche-oreille jusqu'à l'extrémité inférieure du sternum. Ensuite, on passe la sonde par la bouche jusque dans l'estomac. On fait une ligne de démarcation et on fixe avec du sparadrap. Et bien sûr, on vérifie que la sonde est en place. La sonde doit être remplacée de façon régulière et il faut la maintenir fermée ou pincée quand on l'enlève pour éviter que le fluide ne se verse dans la gorge du nouveau-né. Fermée aussi pour éviter qu'il y ait l'entrée de gaz dans l'estomac du nouveau-né, ce qui peut entraîner un ballonnement abdominal. Donc, il y a plusieurs méthodes d'alimentation par la sonde naso- ou orogastrique. On peut